présente à vous. Je suis Sylvain Lado, responsable aux médiathèques d'Orléans du pôle système d'information et numérique qui a été nouvellement créé dans le cadre du projet de l'établissement et de sa nouvelle organisation. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour ce deuxième et dernier atelier de l'après-midi de cette journée professionnelle de numérique en commun, qui est donc la 8e journée professionnelle locale, territoriale de NEC, et qui nous réunit autour d'un objectif commun, quels que soient nos statuts et nos métiers, qui consiste à faire reculer l'exclusion numérique, et sous une forme voilà, qui est la nôtre aujourd'hui, distancielle, mais qui doit nous permettre de partager l'information, de découvrir des nouveaux acteurs qu'on ne connaît peut-être pas bien, des dispositifs qui arrivent ou se co-construisent progressivement, et d'échanger aussi sur nos pratiques, la diversité de nos pratiques et les interactions possibles entre nos pratiques. Le format qui est le nôtre en cette fin d'après-midi est celui d'un atelier. On est à peu près une vingtaine à s'être inscrits autour de la question posée par les bibliothèques, nouveaux lieux de l'inclusion numérique. Et pour y participer, pour échanger, on a à peu près une moitié de bibliothécaires, de médiataires numériques en bibliothèque, et une bonne partie aussi de professionnels du champ de l'insertion sociale ou professionnelle, et la présence d'un élu que nous saluons, ainsi que de Sébastien Magro, qui, si vous avez suivi les échanges ce matin, est journaliste indépendant, intervenant pour le programme Société numérique, qui est piloté par l'Agence nationale de cohésion territoriale, et qui intervient avec son équipe sur les carnets, qui consistent à recueillir et analyser la parole qui s'échange justement dans les NEC locaux. Donc je vous invite à faire preuve d'enthousiasme et vraiment à mettre en valeur ce qui, dans vos bibliothèques ou en relation avec des bibliothèques, constitue pour vous des actions d'inclusion numérique ou une stratégie d'inclusion numérique qui porte ses fruits, qui est pertinente, qui est opportune, qui marche en quelque sorte. Pourquoi ça marche, à quelles conditions ça marche, quels en sont les leviers de votre point de vue. Et puis, on a peu de temps, on a 45 minutes et on a une bonne vingtaine de personnes, mais peut-être aussi quels peuvent en être les freins ou les limites. En tout cas, qu'est-ce que ça change à la population qu'on dessert et qu'est-ce que ça change peut-être à la fonction des bibliothèques dans cette nouvelle activité, enfin nouvelle, on verra, c'est selon les lieux. La parole sera libre, mais organisée. Donc, on vous propose qu'à défaut de maîtriser la fonctionnalité de lever de main, seule la personne qui intervienne ouvre son micro et le clôture, le ferme, pour laisser un autre intervenant rebondir. Voilà ce que je vous propose. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet? Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Héloïse Duménildo. Je suis la responsable de la bibliothèque d'Olivet. La question de l'inclusion numérique est vraiment très vaste. Donc, je suis heureuse qu'aujourd'hui, on puisse l'aborder, même si on ne pourra pas tout couvrir aujourd'hui. De mon côté, mon intervention tient plus à vous décrire un projet qui va naître concernant ma bibliothèque et à étayer des pistes de réflexion qu'à vous donner vraiment des éléments clés en main, mais on est là pour réfléchir tous ensemble. Pour vous resituer un peu la bibliothèque d'Olivet, donc il s'agit d'une bibliothèque municipale qui comprend 63 000 supports, dont 53 000 livres et 10 000 CD environ, et dans laquelle travaillent 9 bibliothécaires et 3 agents en support logistique qui aident à l'accueil et au rangement. Depuis l'ouverture de la bibliothèque en 2004, nous proposons des animations très variées, bien sûr des actions autour des livres, mais aussi des concerts, des lectures pour les enfants, des expositions, tout ça dans le domaine culturel. Et évidemment, nous avons cherché à traiter la question du numérique. Il y a d'abord eu des prémices au niveau des premières actions, du coup, plutôt entre
2004 et 2010, où la bibliothèque mettait en place des ateliers numériques pour le public. C'était vraiment des outils pour prendre en main l'ordinateur, pour apprendre à servir des traitements de texte, vraiment des choses qui peuvent paraître basiques. Mais finalement, on s'est vite aperçu qu'on était complètement dépassé. Déjà parce qu'en interne, on n'avait pas forcément les compétences, nous, pour expliquer l'intégralité des choses aux gens. Et aussi parce que chaque personne nécessitait vraiment un accompagnement personnel et avait des besoins différents. Donc ça a rapidement, ça a mis un petit peu de temps, mais ça a rapidement été abandonné. Et on a plutôt investi sur des outils numériques à destination du public. Nous avons aujourd'hui 8 tablettes dans les différents espaces de la bibliothèque. Alors évidemment, on n'a pas mis de tablettes dans l'espace pour les tout petits, mais on a par exemple une tablette au niveau des périodiques pour que les gens puissent consulter les journaux. On va en avoir une autre au niveau plutôt des documentaires qui va posséder des applications sur cette thématique. Nous avons aussi 8 liseuses pour pouvoir acheter des livres numériques et que les gens empruntent les liseuses. Et nous avons un espace public numérique qui se complète ordinateur et nos usagers, une fois inscrits, peuvent gratuitement bénéficier d'Internet, du coup de naviguer sur les ordinateurs et, moyennant finance, d'imprimer des documents. Ça, c'était vraiment un début pour le numérique et ça présente quand même certaines limites parce que les tablettes sont dans les espaces, mais nous n'avons pas toujours un médiateur qui peut expliquer au public comment ça fonctionne. Les liseuses, c'est la même chose. Si elles sont au fond de la bibliothèque et que personne n'en fait la promotion, les usagers ne vont pas tout de suite aller vers ces liseuses parce qu'ils viennent avant tout en bibliothèque en tout cas aujourd'hui, ils viennent avant tout pour le livre. Donc il y a vraiment une démarche d'accompagnement à faire pour qu'on aille plus loin. Et nos ordinateurs servent principalement aux ados qui jouent en ligne. Je ne sais pas si vous, dans les autres bibliothèques, je suppose que vous avez peut-être ce même constat. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui c'est comme ça. On espère pouvoir aller plus loin dans peu de temps. Parce qu'entre-temps, nous avons lancé un grand projet en appui, directement appuyé par notre municipalité, quant à la transformation de la bibliothèque en troisième lieu, ou tiers-lieu. Ce terme vous sera certainement familier parce qu'on l'utilise beaucoup. En vérité, c'est un terme assez ancien qui date des années 80, qui est né aux États-Unis. Dans lequel en fait vous aviez le premier lieu qui est la cellule familiale, le deuxième lieu qui est le travail, et il fallait développer un troisième lieu, un tiers-lieu qui soit en dehors de ces deux cellules et qui permette à tous en fait de se retrouver, de partager et de découvrir. Donc une fois qu'on en est arrivé là, on peut se demander comment on peut intégrer le numérique dans ce projet presque utopique du troisième lieu et pourquoi. Nous, on a souhaité l'intégrer en se posant la question aussi du projet d'établissement. Donc, on a défini 4 grands axes pour notre bibliothèque. Un sur l'espace, un sur les publics, un sur la richesse des activités culturelles et un sur l'enrichissement des supports. Donc, sans les détailler, on peut tout de suite penser que le numérique s'insère sur ce qui concerne les supports, parce que c'est assez facile de le voir comme ça. Mais finalement, le numérique s'insère partout. Quand on parle des espaces, il faut prévoir la place du numérique dans nos espaces, dans la réflexion déjà de l'organisation, prévoir des prises pour que les gens puissent utiliser leurs ordinateurs, prévoir le Wi-Fi, prévoir un accès gratuit pour tous à Internet. Si on va plus loin d'espace, il y a aussi l'espace où nous communiquons. Tout ce qui est site internet, page Facebook, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, nous insérons le numérique dans notre espace de travail. Pour les publics, nous, on s'est vraiment attaché, on s'attache vraiment à traiter le public d'Olivet. Pour ça, on a un très bon outil qui est un diagnostic social remis à jour environ tous les 2 ans, qui nous permet vraiment de savoir quelle est notre population et de quoi ils vont avoir besoin. Parce que la question du numérique n'est pas égale selon les territoires. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins et je pense que c'est très important de ne pas calquer vraiment une action sans savoir quel public on peut toucher derrière. Parce qu'on va avoir des gens effectivement qui vont partir presque de zéro et d'autres qui vont
déjà être très à l'aise et vraiment être ce qu'on peut appeler des consommateurs numériques. Et nous, on vient leur apporter quelque chose en plus qu'ils n'auraient pas forcément chez eux. Et pour les actions culturelles, nous, on n'a toujours pas forcément en interne les compétences, mais nous sommes en train de voir pour nous associer avec la Fabrique numérique du territoire, que vous avez peut-être pu suivre sur un autre atelier dans la journée. En tout cas, je ne vais pas revenir en détail dessus parce que ça a déjà été présenté. Mais eux vont pouvoir nous apporter quelque chose de différent parce qu'ils ont vraiment une optique qui n'est pas quantitative d'une action. Voilà, on va programmer un atelier non pas dans l'objectif de savoir se servir d'un ordinateur, mais d'avoir un échange avec le public, de le faire partir de quelque chose qu'il connaît pour l'amener à utiliser le numérique. Et nous, on trouve ça vraiment très intéressant de valoriser l'individu et ce qu'il peut apporter à la bibliothèque comme ce que nous, on peut lui apporter, plutôt que d'essayer vraiment de se dire, bah, au bout de 2 séances, on va savoir naviguer sur Internet, par exemple. Ça, c'est pas notre but, en tout cas pas aujourd'hui. Et c'est là où l'accompagnement humain est vraiment important pour pouvoir partager une vraie expérience et s'enrichir. Et pour tout ce qui concerne les supports, évidemment, on va investir dans plus de liseuses, donc plus de livres numériques, dématérialiser certaines prestations. Aujourd'hui, nous donnons accès gratuitement à Loire et Tech, qui est une plateforme assez riche au niveau d'Orléans. Mais on pourrait très bien imaginer que demain, on aille plus loin, qu'on puisse proposer des films, qu'on puisse proposer des livres sur les liseuses directement des usagers. Et nous allons aussi passer au système RFID pour le pré-retour, qui est aussi un support numérique assez nouveau pour nos usagers. Voilà, c'est notre projet là pour les années à venir, qui est assez ambitieux, mais on va s'y tenir et j'espère que d'ici 2022, eh bien, vous pourrez constater par vous-même toutes ces avancées qu'on aura à la bibliothèque. Merci Héloïse. Valérie Bongibaud, responsable de la bibliothèque de Saint-Jean-de-Bray, a levé la main. Juste un élément de comparaison. Olivet, vous desservez une population de combien d'habitants? Environ 23 000. 23 000 habitants, d'accord. Saint-Jean-de-Bray, c'est à peu près ça, non? 20 000, un peu moins. Ah, enfin, c'est pas... Je ferme mon micro, à vous. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de rejoindre cet espace de dialogue où chacun va pouvoir faire état de son expérience puisque il ressort déjà de ces quelques échanges que nous en sommes tous. C'est-à-dire que nous tâtonnons dans les expériences. Donc, moi, je vais vous reporter celle de la médiathèque de Saint-Jean-de-Bray, donc 20 000 ville de 20 000 habitants, qui a 2 lycées et 2 collèges sur son territoire, ce qui est assez important en termes de population à desservir. Donc nous avons évolué depuis un petit peu à contrario de l'expérience d'Héloïse depuis 2012 vers une médiathèque qu'on peut appeler 3e lieu si on veut. Voilà, donc nous sommes dotés d'un espace public numérique depuis 2015 qui compte 10 ordinateurs et l'objectif était au départ d'avoir des ordinateurs avec un usage assez autonome qui visait à couvrir les besoins d'accès informatique à la population, mais également notamment aux lycéens sur la ville, puisque les lycées ont pour chacun des classes jusqu'au BTS. Voilà, avec un certain nombre d'outils dont l'impression possible. Donc, à partir de là, nous avons commencé à faire quelques ateliers en prenant appui sur une association qui agit autour du libre, Cénabumix, où nous avons vite en fait fait le tour du potentiel de public sur la ville. Bon, d'une part peut-être par un manque de communication ou simplement pas forcément un intérêt de la population.
Donc, dès le départ, donc là, tout le personnel était habilité à faire l'accueil dans cette salle, ou pas d'accueil, puisque c'est un usage tout à fait autonome. Nous avons été confrontés à un certain nombre d'interrogations du public qui se heurtaient en fait au numérique. Donc on avait une part de public très habile ou habilité à manipuler, et de l'autre un public qui était confronté à des problématiques, on va dire, plutôt sociales. Donc, c'était de l'aide administrative pour lequel les bibliothécaires se sont vite sentis non habilités pour ces démarches. Donc, ça pose une problématique, je pense, dont nous pourrons débattre ensemble, jusqu'où on doit aller. Est-ce que le bibliothécaire est un travailleur social? Quel accès aux données personnelles? Enfin, cela pose un certain nombre de problématiques. Donc, vite, nous en sommes venus à nous interroger donc sur nos missions, sur jusqu'où on allait. Et en travaillant avec le foyer de âgés, nous avons commencé à mettre en place des sessions d'initiation, je ne dirais pas de formation, d'initiation à l'informatique en direction du public âgé. Alors pourquoi en direction du public âgé? Parce que donc déjà un public déjà identifié, voilà, et puis la problématique de personnel formé, habilité à donner ces cours. Donc ça nous a permis de mettre en place ce type de formation sous forme de session évolutive sur 5 mois, une fois par mois, un atelier de 2 heures avec une évolution. Donc nous avons pu bénéficier d'un contrat aidé. Enfin, j'ai pu demander ce contrat aidé, ce qui nous a permis de mettre en place ces ateliers. Et puis donc maintenant nous les poursuivons donc à personnel constant et inscrit au sein de nos propres missions. Voilà, donc ces problématiques étant de plus en plus prégnantes, nous avons intégré donc cet espace de réflexion autour de l'inclusion numérique au niveau de la métropole, et le territoire Est ayant été territoire test avec parce que comportant un certain nombre de structures autour de l'inclusion numérique, nous avons sur le territoire abrésien, et comment dirais-je, c'est une expérience très intéressante et un travail collaboratif très intéressant, travailler avec tous les acteurs de l'inclusion numérique sur le territoire abrésien, donc CCAS, centres sociaux, Arche Abrésienne qui est une structure autour de l'emploi, Pôle emploi. Nous avons réalisé un inventaire à la fois des outils, puisque c'est un premier accès, mais également les types d'interventions autour de l'inclusion numérique pour constituer une sorte de répertoire et de pallier ces problématiques de jusqu'où on va, quel est notre rôle, où on commence et où on s'arrête. Voilà, donc on en est là pour l'instant. Je ne vais pas être, parce que je pense qu'au niveau des professionnels et des acteurs autour de l'inclusion numérique, ça va susciter un certain nombre de réactions et d'échanges. Voilà, nous en sommes là, chacun dans nos missions et essayant de faire une sorte de complémentarité sur le territoire, travail qui a été un petit peu arrêté comme beaucoup de choses suite à la Covid. Voilà pour moi. Je vais me permettre de rebondir sur les propos de Valérie. Jean-Michel Ozano, directeur adjoint du réseau des médiathèques d'Orléans. C'est vrai que les médiathèques sont de plus en plus confrontées à cet aspect de
comment dirais-je, de demande sociale, il faut dire le mot, mais peut-être se poser la question pourquoi les médiathèques sont identifiées comme telles, comme un lieu où on va au premier abord au lieu d'aller dans un centre social ou à la mairie, par exemple. Moi, j'apporterai une réponse, et ça, je crois que c'est important. Aujourd'hui, une médiathèque, c'est le seul lieu où vous rentrez, on vous demande rien. Donc ça, c'est précieux en termes de liberté, d'accès dans un environnement public. Et puis, on y trouve aussi l'accès libre et gratuit, hein, c'est ce que je viens de dire, enfin gratuit, de plus en plus d'établissements le font. Et si je prends l'exemple d'Orléans, et pour l'accès, donc on va dire au numérique, hein, au sens large du terme, on a beaucoup allégé les modes d'inscription. Hein. On a beaucoup de publics, comment dirais-je, on va dire défavorisés, qui n'ont pas forcément tous les papiers nécessaires, comme on pouvait le faire il y a quelques années. Et donc, un simple nom et prénom, et on donne accès au réseau, à un poste informatique, etc. Donc déjà, ça, c'est de plus en plus identifié. Un établissement comme le nôtre, il est déjà reconnu pour ça. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut prendre en compte. Et cet aspect de facilitation de l'accès, je pense que c'est vraiment, vraiment important pour tous les publics. Il y a aussi une démarche, mais ça, c'est le travail aussi du réseau, c'est éviter de balader les usagers d'une institution à une autre. Sans citer d'établissement, mais voilà, je dois faire des papiers, j'ai pas ce qu'il faut ici, mais vous allez à la médiathèque, on va faire ce qu'il faut pour vous. Voilà, et donc ça, c'est un souci. Et je pense que notre travail aujourd'hui, c'est essayer de résoudre tout ça, et soit on multiplie les points d'accès, soit les établissements, quels qu'ils soient, sont vraiment identifiés comme tels. Dernier point également pour revenir sur l'accès en médiathèque, il y a aussi les formations. Valérie, tu l'as abordé. Formation du personnel, et ça modifie énormément également les profils lorsqu'on recrute aujourd'hui. Lorsqu'on recrute aujourd'hui, on demande ces compétences-là. Certes, on fait de la médiation culturelle au sens large, mais aussi de la médiation numérique. Et ça, c'est indispensable, et on le rajoute aujourd'hui systématiquement dans les profils. Et je rajouterai un dernier point, c'est l'accompagnement, l'initiation, la formation. Nous, ça fait 10 ans qu'on est sur ces actions-là. Et aujourd'hui, en fait, on fait de plus en plus d'accompagnement personnalisé que d'ateliers. Pourquoi? D'une part, les profils, les apprenants sont très divers, même si on met des prérequis, donc ça devient un petit peu compliqué. Les usagers arrivent avec leur matériel, leur propre question, quelle que soit la thématique. Et donc, on essaie de resserrer tout ça. Et ça fait à peu près 1 an, bien que le confinement a perturbé les choses, où on prend des rendez-vous individuels. L'usager expose son ou ses problèmes et on essaye de l'accompagner et d'y résoudre avec toutes les limites, bien sûr, de la vie privée des données et jusqu'où on va. Voilà ce que je voulais apporter et compléter. D'autres rebonds, actions, relations, expériences, questionnements peut-être. Il nous reste un gros quart d'heure. Peut-être qu'on peut lancer les échanges. Je m'adresse à nos auditeurs ou nos co-webinaires en vidéo. N'hésitez pas, c'est le moment. Oui. Non, je sais pas. Sinon, je rebondirai sur la question des compétences, parce que, comme tu le disais, Jean-Michel, là est vraiment la problématique. Voilà, les médiathèques ont toujours été en fait à l'interface des politiques culturelles, on va dire sociales et éducatives. Et pour ma part, je pense que c'est de notre rôle d'intervenir dans cette médiation numérique, mais voilà, la compétence actuelle des bibliothécaires, eh bien celle-ci, autant il peut être à l'aise dans la médiation culturelle, autant la médiation numérique
demande un fort investissement et une formation continue. Et ce pourquoi nous, face à ces compétences que tout à chacun ne possède pas, nous nous sommes cantonnés en fait à ces ateliers, on va dire bien formatés d'initiation, mais il y a une demande, comme tu le disais, extrêmement forte par rapport à son propre outillage, ses propres pratiques interrogatoires. D'aucuns, il va de son souci, soit de faire des visios avec ses petits enfants, de remplir son formulaire, voilà. Et ce pourquoi on s'est réparti les rôles sur le territoire pour essayer de pallier au mieux ces demandes. Voilà, comme complément. Mais c'est vrai que les usages modifient complètement notre approche dans cette médiation numérique. Il y a une dizaine d'années, on appelait ça atelier multimédia. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Donc voilà, c'est vraiment deux mondes. Je pense que la fracture numérique aujourd'hui, elle est c'est pas simplement un problème d'accès au réseau, un problème d'accès matériel, hein, mais c'est, comme tu disais Valérie, c'est les usages. Enfin, il y a quand même des statistiques qui sont là. Sur une famille de 5, il y a presque 7 smartphones, mais il n'y a pas un PC, il n'y a pas une imprimante. Et on l'a bien vu pendant le confinement, mais il y a beaucoup d'étudiants ou autres qui n'avaient pas la possibilité de travailler correctement juste à ça. Il y a la formation, hein, donc on sait très bien que la formation voilà, à mon avis, il faudra accentuer dès l'école, hein, dès la primaire, vraiment accentuer cette formation autour du numérique. Et puis, on l'a pas encore dit, mais c'est la confiance avec tous ces outils, hein, toutes ces applications, que ce soit matériel ou logiciel. Ça aussi, je pense que c'est aussi à nous de rassurer ou d'expliquer qu'il y a des moyens de se protéger, entre guillemets. Mais je pense que ces 3 points, usage, formation et confiance, voilà, ça peut aussi aider à démocratiser tout ça. Je relève une question une remarque plutôt de Madame Danielle Asper, qui souligne dans notre chat de l'intérêt de faire le point avec les partenaires de terrain, donc autres aussi que les bibliothèques, sur le terrain même de la proximité. Est-ce que finalement, c'est ça, la bibliothèque couvre-t-elle tous les aspects de l'inclusion numérique, ou y a-t-il effectivement des moments où elle a davantage intérêt à identifier ses partenaires et à orienter? Est-ce que ce n'est pas aussi une partie de notre rôle? Oui. C'est là tout l'objet en fait du travail qu'on a fait sur le territoire abrésien, parce que donc tout à chacun nous avions besoin d'identifier les missions de chacun et justement l'orientation. Je pense qu'il est intéressant aussi, et en termes de formation, c'est la formation du personnel d'accueil. C'est-à-dire que pour un usager qui se présente à un accueil, quelque accueil que ce soit un accueil mairie ou un accueil CCAS, la personne à l'accueil soit en mesure d'orienter correctement la personne en fonction de ses besoins. Donc, je pense que la première chose, c'est importante, c'est l'analyse des besoins. Et en cela, le personnel d'accueil est vraiment à une mission vraiment très, très prégnante. Analyser ses besoins pour ensuite le renvoyer vers la bonne structure. Enfin, en tout cas, pour le territoire abrésien, puisque les rôles sont bien répertoriés, les centres sociaux, le CCAS pour tout ce qui est démarche administrative, voilà, l'Arche abrésienne pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, voilà. Et puis la médiathèque pour tout ce qui est accès à du matériel, impression, et puis tout ce qui est, on va dire, initiation de prime abord. Voilà, donc
pour moi, c'est vraiment essentiel de connaître les acteurs du territoire pour pouvoir orienter selon les besoins et les attentes correctement l'usager. Voilà. Donc, en sachant que il y a, j'ai parlé tout à l'heure des aidants, il y a les mandats CNIL qui existent pour justement pour les aidants, en fait, pour faire à la place d'eux. Bon, pour l'instant, nous, à la médiathèque, nous ne l'utilisons pas, mais par exemple, à l'ASCA, qui sont les centres sociaux sur la ville, ils l'utilisent. Donc voilà, c'est tout déjà, en premier lieu, être vraiment informé de ce qui se passe sur le territoire pour renvoyer l'usager, ne pas le laisser face à sa demande sans réponse. Je crois qu'on peut souligner le rôle extrêmement important que tient le réseau, donc qu'a présenté Muriel Bouzet brièvement ce matin, RES''O, donc pour Réseau Orléanais d'Inclusion Numérique, et qui est en fait visé par la convention de partenariat qui n'a pas pu être signée physiquement ce matin, mais qui virtuellement, effectivement, a vocation à rassembler des acteurs de formats, de nature juridique, de domaines d'intervention différents, et dans le but justement de conforter la connaissance mutuelle de ces différents acteurs, avec les priorités territoriales qu'a définies la métropole. Le vice-président en parlait ce matin. Et effectivement, c'est un mouvement pour nous qu'il est absolument indispensable de suivre aux médiathèques d'Orléans, parce qu'on ne peut pas avancer seul, même si on a effectivement nos ressources, nos équipements, une vision un peu plus documentaire. On a effectivement aussi une vision sur les compétences informationnelles et sur certaines démarches. Effectivement, c'est important de savoir ce que peut faire le CCAS ou tel autre acteur pour aider réellement une personne à remplir les impôts, quelque chose qui est vital du point de vue de ses droits. Ça, c'est convaincu. Pour revenir à l'accueil du quotidien, l'expérience que nous avons ici, et c'est vraiment du quotidien, et c'est des dizaines de fois par jour, c'est faire les choses tout de suite, être dans l'action. Alors, c'est pas forcément des démarches administratives, mais voilà, je voudrais m'inscrire sur une plateforme ou sur un site, peu importe. Et là, on nous appelle pour aider l'usager. On s'aperçoit qu'il faut une adresse mail. Eh ben, madame, il faut une adresse mail, ou monsieur. Ah, mais j'en ai pas, etc. Et donc, on passe pratiquement une heure. C'est pas du tout préparé, c'est pas du tout dans une organisation d'atelier ou autre. Et ça, c'est fréquent. Et je pense que cet accueil-là, il est aussi précieux. C'est pas la démarche administrative, hein, c'est aider la personne à son quotidien, même ludique ou voilà, ou marchand, peu importe. Hein. Mais ça, c'est précieux. Et ça modifie complètement notre accueil. Donc, soit c'est de l'accueil, on est assis derrière une banque d'accueil, on redirige la personne, effectivement, on peut le faire, mais c'est aussi une grande mobilité dans les espaces et un accompagnement de proximité. Et ça, c'est précieux. Et si je pense qu'on est reconnu de plus en plus comme lieu, on va dire, d'inclusion, pour revenir au titre de l'atelier, c'est aussi pour ça, parce que nos pratiques du quotidien changent complètement et on arrive et on doit, à mon avis, libérer ce temps-là pour accueillir différemment les usagers. Des réactions, des remarques? Et effectivement, on parle beaucoup des démarches administratives. Je vois le dernier message qu'a mis Daniel Asper. Mais oui, les activités, la pratique culturelle reste au cœur aussi de nos actions. Mais souvent, c'est la première demande. Après, c'est à nous aussi d'aller plus loin, de proposer plus de choses. Et par exemple, vouloir lire le dernier Notombe ou autre chose, eh bien, pouvoir l'accompagner aussi si jamais le support va être la liseuse et non pas le livre, parce que la personne ne saura pas forcément comment l'allumer, ne saura pas comment tourner les pages. Ça, c'est un demi entre le culturel, c'est pas de l'administratif, mais c'est de la pratique de l'outil. Et une fois qu'on a aussi ces prérequis, là, on peut aller plus loin. Mais c'est difficile sans la base. Là, je ne sais pas si vous avez pu voir, donc Madame Daniel Asper du centre ressources illettrisme ouvert, donc effectivement réagit
et nous, en quelque sorte, conforte dans notre démarche de bibliothèque, en soulignant qu'effectivement, dans le vaste domaine qu'est l'inclusion numérique, effectivement, pour les bibliothèques, il y a, au-delà des questions de matériel proprement dit, au-delà des questions d'usage, du b.a.-ba de l'homo numericus, il y a aussi, et c'était souligné aussi bien pour Olivet que pour Saint-Jean-de-Bray, ou pour Orléans, il y a aussi les ressources qui aujourd'hui, voilà, ne se limitent pas aux seules ressources physiques, qui sont des bouquets en ligne, qui sont des liseuses, et qui sont finalement aussi la question aujourd'hui de tous les contenus informationnels qui sont sur le web. Donc on a aussi ce rôle de bibliothèque publique dans l'accompagnement à la recherche d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un certain pourcentage d'usagers qu'on ne voit jamais, qui restent chez eux et qui utilisent nos ressources numériques. C'est vrai que ça va prendre en compte ça. Voilà, ce sont les usagers de nos ressources, mais ils ne viennent pas dans nos établissements. Je prends la presse, je prends l'apprentissage, l'auto-formation, etc. C'est une donne, mais ça reste des usagers. Est-ce que l'un des participants veut profiter des minutes qui nous restent pour apporter un éclairage, éventuellement décrire une situation? Le micro est libre, je vous le rappelle, donc c'est le moment d'intervenir. On peut peut-être demander à peut-être aux professionnels du champ social quelle idée ils se font de cette interaction entre la bibliothèque et les acteurs sociaux. Moi, je veux bien intervenir. Atis Ozocat, directrice du CCAS de la commune de Bogny-sur-Yonne. Merci d'intervenir, bonjour. Je vous en prie. Bonjour, merci pour votre présentation, elle est très claire. Et puis, on voit au fait que chacun dans vos domaines, vous êtes très actifs et vraiment à l'écoute du public. En effet, je pense que la transversalité entre nos établissements, enfin entre nos structures est juste indispensable. Donc, avec nous pour la partie accompagnement social. Oui, en fait, ce serait bien de pouvoir développer des actions dans les médiathèques où justement on est plus sur l'apprentissage de l'outil en lui-même. Pas le fond, mais la forme, vous voyez, avec les publics. Et voilà, quoi. Après, pouvoir développer... parce qu'effectivement, nous, notre problématique quand on reçoit un public, c'est par exemple la création d'une adresse mail. Quand on va faire la déclaration d'impôt et que la personne n'a pas d'adresse mail, c'est compliqué. Donc, il faut lui créer son adresse, il faut lui noter ses codes. Et pour l'année suivante, est-ce qu'elle va pouvoir être en mesure de pouvoir revenir avec les mêmes codes ou pas? Enfin, tout ça, c'est problématique pour nous aussi. D'où l'intérêt de bien se connaître sur le territoire et de voir quelles procédures on met en place pour, au préalable, accueillir ce public, puis quand ils viennent chez vous, qu'ils soient prêts, quoi. Voilà, tout à fait, oui, bien sûr. Mais il faut vraiment que qu'on ait un circuit d'information le plus clair possible, le plus lisible possible. Et oui, je rebondis. C'est vrai que idéalement, même si la formule peut avoir des accents sportifs, mais c'est vrai qu'idéalement, ce serait bien que le restant de l'année, ces usagers-là des services administratifs aient pu pérenniser leurs connaissances et leurs pratiques du web en s'appuyant effectivement sur la médiathèque ou d'autres acteurs de proximité. Ce serait là qu'on serait vraiment, je pense, gagnant quand on pourrait apporter la preuve à travers les parcours de plusieurs personnes que ce qu'on a fait ensemble et en intercomplémentarité porte ses fruits. Voilà. Et qu'on n'est pas sur des logiques absolument pas de concurrence, mais de complémentarité absolue, en fait. Et oui, exact. Je relève le propos de
de Mathieu Juchet de Luard, qui effectivement, oui, à construire avec le réseau. On l'a évoqué, on pense que c'est le bon outil à l'échelle de notre territoire métropolitain, à la fois par la qualité de son animation et puis l'engagement de tous ceux qui y participent, des collectivités qui financent. Et la question de la formation continue à terme, pour les bibliothèques, bien sûr, on l'a posée, mais pour l'ensemble de ce réseau, elle nous paraît effectivement évidente. Et là, peut-être que chacun aussi, selon sa spécificité, a un rôle particulier à jouer dans la formation des formateurs. Chacun avec sa couleur, l'un étant peut-être plus outil, l'autre plus contenu, l'autre plus compétences de base, par exemple. C'est une piste, effectivement. Mais voilà, ce serait l'idée, en fait, d'un nouveau débat ou d'un nouvel atelier pour la suite. La formation continue des usagers. Eh oui. Ah ben oui, bien sûr. La formation tout au long de la vie, c'est ça. La formation tout au long de la vie, eh bien, ça renvoie absolument à l'idée qui a été mentionnée à plusieurs reprises ce matin de parcours, de passe. Alors le pass, c'est le financement de ce parcours, mais l'idée, c'est ça. C'est qu'on puisse aider la personne à construire son parcours. Voilà. Et à condition qu'elle nous fasse confiance. Comme le disait Jean-Michel, ça peut être aussi un maître mot entre l'usager et l'association, l'institution, l'établissement ou le service qui le prend en charge. Je rebondis sur le mot de Marigny, les usages. Ben oui, travailler en bibliothèque, c'est un métier. Hein. Donc effectivement, essayer d'amener un peu de professionnels dans l'établissement, même si c'est aussi petit soit-elle, ben, c'est important effectivement. C'est vrai qu'à l'échelle de plus grandes bibliothèques, ça peut être plus simple à un moment donné de décider qu'une personne qui était à 100% sur la médiation culturelle, si elle a les compétences, si elle souhaite se former, si elle est motivée, puisse être sur le champ plus large de la médiation, y compris la médiation numérique. Et dans des établissements encore plus gros, effectivement, la fonction de médiateur numérique, hein, on en a parmi nous présents à cet atelier, hein, j'en ai relevé 3, 4 ou 5 qui portent le titre de médiateur numérique dans des bibliothèques de la métropole. C'est effectivement un métier qui tend à se développer en bibliothèque, absolument. Et qui permet d'ailleurs d'avoir une diversité. Nous, je crois que c'est ça à l'échelle d'un établissement comme Orléans, quasiment 90 agents, eh bien, on commence à avoir des métiers nouveaux, des métiers différents, qui sont tournés justement vers l'acquisition de compétences numériques du côté des personnes, mais aussi du côté de l'appui aux agents, aux équipes, pour que chaque bibliothécaire se sente toujours plus à l'aise, effectivement, avec ses outils, ses contenus et l'évolution de son temps. En fait, tout simplement. Merci de vos remarques à tous. C'est encourageant, voilà, pour la suite. Merci à tous les intervenants, que ce soit par chat ou par vidéo. Merci, un grand merci au CRIA 45, à son directeur Mathieu Juchet-Dullard et à Muriel Rouzet qui a coordonné cette journée. Voilà. L'heure est venue pour nous, je pense, une petite pause avant la clôture. Voilà. Il est temps de se quitter, de se dire à bientôt, j'espère, autour du réseau pour les Orléanais et ceux qui sont venus spécialement pour les NEC locaux Orléans. Ben, on espère vous revoir très vite. Un prochain NEC. Voilà, très bien. Merci, au revoir.